Hop là, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Design Bento Box. Alors, je suis avec bonjour Marie, bonjour Marc, très heureux Hello. d'être avec tous les deux. Bonjour tout le monde. On va pouvoir parler aujourd'hui de personal branding, de comment gagner en visibilité, trouver de nouvelles missions. Donc vous allez voir que ça passe naturellement par les réseaux sociaux, un tout petit peu, notamment LinkedIn sur lequel on est aujourd'hui. Mais surtout, vous allez voir que, enfin, il n'y a pas que ça. On va essayer de creuser bien plus, de parler de plein d'autres choses, et on va voir ensemble un peu tous les secrets pour gagner en visibilité. Alors, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous pouvez via LinkedIn. Si vous avez des questions, vous pouvez les utiliser pour poser vos questions, et nous, on verra comme ça, on essaiera d'y répondre soit en fin d'événement, soit directement, si la question est en lien avec ce qu'on est en train de se dire. Alors, peut-être pour commencer, je vous laisse un petit peu de temps, Marc et Marie, pour vous présenter. Est-ce que Marie, par exemple, tu souhaites commencer? Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Enchantée. Donc, moi, c'est Marie Glandus. Je suis UX designer. Je suis dans le digital depuis 2008 et donc, je suis freelance depuis 2021 et j'aide les entreprises, voilà, à avoir de l'impact avec leurs produits et améliorer notamment l'engagement des utilisateurs sur les applications mobiles. Et là, cette année, je me suis vraiment orientée sur le mentorat de designers en détresse qui galèrent à faire entendre leur voix dans les équipes et qui galèrent aussi à trouver des missions. Trop bien. Merci Marie pour cette présentation. Marc, je te laisse la parole. Oui, alors moi je m'appelle Marc Bergère et je suis coach formateur spécialisé dans les soft skills. Moi je travaille beaucoup autour ce qu'on appelle le design de carrière, sur tout ce qui est transition professionnelle. Et puis je forme aussi au personal branding et donc sur la communication de soi, comment soigner sa réputation et par extension sa réputation sur le net. Et puis, je travaille beaucoup avec les personnes pour faire ressortir leur singularité, pour qu'ils puissent prendre la parole de façon, enfin, en confiance et de façon légitime sur leur métier, leur expertise. Très bien. Donc, vous voyez, on est en bonne compagnie aujourd'hui. On est un peu avec deux coachs et mentors UX qui sont à la fois des professionnels, mais qui ont aussi cette casquette de coach, facilitateur. Donc voilà, n'hésitez pas, je le redis, mais vous pouvez poser toutes vos questions dans les commentaires et on y répond dès qu'on peut ou en fin d'émission. Voilà, alors sans plus d'introduction, je vous propose de commencer à échanger autour de notre sujet du jour. Peut-être commencer avec toi, Marie. Donc, on se disait en préparation de cette émission, tu prends souvent la parole sur LinkedIn. Tu as réussi aujourd'hui à avoir quand même une bonne base d'abonnés sur ton compte. Tu nous disais que ça te sert plutôt pas mal professionnellement. Voilà, alors bon, on sait qu'il n'y en a pas, mais quelle est un peu la formule secrète? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Que ça marche sur LinkedIn. Ouais, sur LinkedIn, que tu arrives à avoir des audiences. Parce qu'il faut quand même différencier le fait d'avoir une audience et de réussir à la monétiser. Enfin, c'est quand même un autre enjeu de réussir à gagner de l'argent, de trouver des clients avec cette audience. Donc voilà, c'est encore pour moi un challenge de réussir à monétiser cette audience. Mais en tout cas, avoir une audience, c'est important, c'est quand même important parce que c'est quand même par là que je décroche mes missions. C'est de là que viennent mes clients. Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Parce que je publie, je documente des choses sur mon travail. En gros, je dis ce que je fais, je dis ce que je pense, et du coup, ça reflète une forme d'expertise, j'imagine, et qui donne envie de me solliciter pour des missions derrière. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est parler de votre travail, des résultats que vous avez obtenus pour vos clients ou pour vous-même. Et ça donnera envie, en fait, de vous solliciter pour répliquer ces résultats dans une autre boîte. Alors, merci Marie. On disait un petit peu, quand on discutait entre nous, on parlait un petit peu de trouver ce qui vous anime, en fait. Tu sais, tu nous disais, toi, ça avait commencé avec un peu une expérience dans un logiciel pour un logiciel de formation pour une entreprise qui n'était pas adapté. C'est un peu ça qui te pousse aujourd'hui à parler sur les réseaux.
Oui. Ouais, enfin, il y a beaucoup de trucs qui me poussent à prendre la parole. Il y a aussi la difficulté à se faire entendre en tant que designer, parce que ça a été ma plus grosse galère. Mais effectivement, quand j'ai commencé dans le métier, voilà, je voyais des interfaces, enfin des sites internet et des intranets notamment, qui sortaient et les utilisateurs étaient frustrés parce que c'était compliqué à utiliser, qu'elles retrouvaient pas des fonctionnalités clés qu'elles attendaient. Donc, en fait, c'est de là que je me suis intéressée au design d'expérience utilisateur, à la conception centrée utilisateur, pour essayer de remédier à ces problématiques-là. Mais en tout cas, pour ce qui est de... Parce que je sais que prendre la parole sur les réseaux sociaux, c'est pas facile pour tout le monde. Et souvent, on me dit, mais comment tu fais pour rédiger comme ça et puis parler autant, en fait, enfin, presque comment ça devient. Et la clé pour moi, ça a été de trouver ce qui m'anime. C'est vraiment suivre un truc qui me passionne, quoi. Donc, quand j'ai découvert l'UX, ça a été une révélation pour moi. Et donc, c'est naturel pour moi d'en parler parce que je trouve ça hyper important pour les entreprises de se concentrer sur les utilisateurs pour créer des bons produits que les gens utilisent, qu'ils reviennent dessus, qu'ils achètent les abonnements, etc. Donc, en fait, si vous n'êtes pas complètement aligné avec votre sujet, vous n'aurez pas envie d'en parler tous les jours. Donc, vraiment, ici, un premier travail à faire, c'est se dire, OK, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui m'anime et aller vers ça et développer une expertise là-dedans. Puis vous verrez que tous les jours, vous aurez envie d'en parler parce que vous serez en mode il faut que je fasse savoir ça à toute la planète, quoi. Très bien. Merci Marie. Donc, ouais, avant de prendre la parole, peut-être réfléchir un peu à ce qui nous anime, ce qui est vraiment important pour nous dans notre métier professionnellement, peut-être même personnellement, et qu'on a envie de mettre en avant. Marc, tu nous disais que tu partageais un petit peu ce point de vue. Toi, comment est-ce que quand tu coaches des designers, tu les aides un petit peu à aller trouver ce sujet qui les anime? Je rejoins Marie en fait, et en se disant mais qu'est-ce qui m'anime? Et en fait, moi j'ai compris en fait ce qui un des leviers qui nous anime, c'est déjà sont nos émotions, mais comment elles se mettent en route, nos émotions, c'est nos valeurs en fait qui nous animent. Et moi je remarque que je peux être soudainement, j'ai pas d'idée pour rédiger quelque chose sur LinkedIn, mais il suffit que je lise quelque chose qui me révolte pour que soudainement je me finde un article aux petits oignons. Et en fait, c'est parce que ça touche à une de mes valeurs. Et notamment, c'est tout ce qui... Voilà, moi j'ai les valeurs justice très fort et j'ai aussi la valeur honnêteté très fort. Et j'ai un fond scientifique, en fait, à la base. J'ai des études scientifiques. Et moi, en étant coach, quand je vois passer des processus qui ne relèvent pas je dirais, d'études scientifiques, je démarre au quart de tour et j'arrive à contrecarrer et à expliquer ce sont des pseudosciences, que ça vous faites pas avoir, etc. Alors voilà, moi ça m'anime parce que justement j'ai besoin d'éthique, j'ai besoin que les choses soient justes et aussi je suis très branché sur les biais cognitifs et là à chaque fois je dis ça y est, ça va embarquer les gens, ils se font avoir. Et moi, ça me fait peine de voir toutes ces personnes qui se font avoir. Et donc, ça me met en mouvement et voilà, je me mets à rédiger un article. Et du coup, donc, comment j'accompagne? En fait, j'accompagne les personnes, donc là aussi les UX designers, mais on va prendre la parole sur son expertise, mais en fin de compte, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous touche. On est touché par le sujet, et c'est ça qui nous anime. C'est parce qu'on est touché, c'est ça qui va nous animer. Parce que on aime profondément notre sujet, et c'est parce qu'on l'aime qu'on va bien faire les choses et on va jusqu'à bien faire notre article. Et quand on maîtrise, finalement la rédaction va assez vite. Après, bien sûr, là où c'est un peu plus subtil, c'est une rédaction du style journalistique où il faut avoir une accroche. Enfin voilà, après ça devient plus technique, mais une fois qu'on connaît 2-3 astuces, voilà, on se laisse aller et on reste authentique et on rédige. Et c'est vrai qu'il y a des semaines, je n'ai rien à dire. Ça me fait peine, hein. Et il y a des semaines où j'ai trop de choses à dire. C'est parce qu'il y a des semaines où rien ne m'anime
la vie continue. Et puis, il y a des semaines où, oh là là, mais j'ai des inputs de partout, là, et qui me met en action. Voilà. Attends, Jordan? on t'entend pas. Pardon, je viens de voir, j'avais laissé couper mon micro, désolé. Tu nous avais parlé, Marc, d'un petit exercice de départ à la retraite que tu donnais, par exemple, aux designers, là, pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient un peu essayer d'aller à la pêche à leurs valeurs, comme ça. Alors, la lettre de départ à la retraite, c'est pas tellement autour des valeurs. C'est plus autour de, souvent, parce que moi j'accompagne des étudiants qui sont en Master 2, donc en 5e année, et puis même aussi des personnes qui sont en transition professionnelle, mais c'est plutôt les jeunes quand même. Et souvent, je dis pour aller quelque part, encore faut-il connaître sa destination. Il faut savoir où on va finalement. Sinon, on erre dans un désert et on s'agite et on use de l'énergie pour rien. Mais une fois qu'on a une destination, là, on va déployer de la méthode, de l'organisation pour vraiment y arriver. Alors, l'idée, c'est que souvent, les gens, mais oui, mais je ne sais pas. Alors, logiquement, moi qui suis aussi mentor de dirigeants, on leur fait faire une vision à 5 ans de leur entreprise. Mais là, quand je dis ça à quelqu'un, il dit voilà, mais dans 5 ans, j'en sais rien. Alors, du coup, je leur fais rédiger une lettre de départ en retraite. La lettre de départ en retraite, l'avantage, c'est que c'est carrément 40 ans, voire 30 ans hein, pour certains. Et ce qui est intéressant, qu'ils disent voilà. Et moi, je dis c'est simple. Hein. Tu me dis qu'est-ce que tu as fait, quelles sont les personnes que tu as rencontrées qui t'ont aidé, quelles sont les personnes qui n'ont pas été sympas avec toi, quelles sont les entreprises dans lesquelles tu as travaillé et c'était où exactement? C'était en France, à l'étranger? Voilà, raconte ton parcours professionnel. Et là, soudainement, il se laisse aller, tu diverges, c'est un petit peu comme un exercice créatif, hein. Il faut être en divergence, laisse ton imaginaire parler, laisse exploser tes rêves, peu importe si c'est possible, pas possible, on s'en fiche, diverge. Et là, généralement, ça permet, je dirais, d'avoir des éléments de base de son ambition. C'est-à-dire que j'en ai vu certains qui ont découvert lors de leur écriture qu'ils avaient écrit clairement qu'ils voulaient travailler dans une entreprise à l'international, mais aujourd'hui même, ils ne le s'autorisaient pas. Je lui dis, tu vois, c'est ça ton destin, c'est de travailler dans une entreprise internationale. Tu es trilingue, ça me paraît logique, hein, mais là, tu ne te l'autorises pas parce que tu dis je sors de l'école, je ne vais pas oser. Je dis mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu vas mettre des étapes et tu vas cheminer et tu vas tout mettre en sorte d'être embauché dans une entreprise qui travaille dans une dimension internationale. Il a eu un déclic. Il s'est dit oui, c'est vrai, pourquoi Je dis oui. Je veux dire, donc tu ne réponds qu'à des offres en anglais. Déjà, tu vas voir, ça va être vite fait. Ces entreprises qui ont une dimension internationale comme Adobe ou comme L'Oréal, toutes leurs annonces sont en anglais. Donc, tu réponds. Voilà l'avantage de la rédaction. C'est vraiment pour travailler sa vision de vie, sa vision de travail, je dirais plutôt, et ses ambitions, quoi. On a tous notre Himalaya, hein, comme je dis. On a tous notre montagne à gravir. Et on a tous nos étapes à construire, parce qu'on ne peut pas gravir d'un coup. Hein. Donc, on peut mettre 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais ce n'est pas grave si on met 10 ans. Chaque année nous rapproche du sommet. Et donc, en fonction de là où on a mis son ambition, on y va, quoi. Est-ce que, Jordan, je peux juste rebondir sur ce que Marc a dit, parce que cet exercice-là, moi, je l'ai fait aussi à titre perso, puis je le fais faire aux designers que je mentor. Je leur demande si tout s'arrête demain, je sais pas, hein, la Terre s'arrête, tout s'arrête. Voilà. J'évite de dire imagine que tu meurs. Mais voilà, en gros, c'est un peu l'idée. Si tout s'arrête, qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli de grand avant de partir, quoi? Tu vois? Alors, je sais qu'il y en a qui font l'exercice en se disant sur mon lit de mort, qu'est-ce que je risque de regretter de ne pas avoir fait? Bon, voilà. Si tout s'arrête, qu'est-ce que j'aimerais avoir accompli de grand dans ce monde? Qu'est-ce qui me met le feu là? Qu'est-ce que je veux absolument faire? Quel service je veux rendre et à qui? Qu'est-ce qui est important pour moi? J'ai envie d'aider qui? À quoi? Alors évidemment, ne me parlez pas de voyage ou de choses comme ça que vous avez envie de faire. J'imagine on a tous envie de faire des trucs sympas. Mais en termes de service rendu, quoi, qu'est-ce que vous avez envie de
de faire comme grand accomplissement dans votre vie? Voilà la question moi, que je me suis posée et que je me pose encore régulièrement. Et ça me donne un vrai cap, du coup. Je vois vraiment le truc au loin et je me dis, cette montagne-là, j'ai vraiment envie de la gravir. Merci Marie d'avoir complété. Merci Marie-Alice aussi. Dans les commentaires, je vois qu'il nous parle de l'exercice de l'analyse des regrets anticipés. C'est chouette. Un exercice qu'on peut se projeter sur 1, 5 et 10 ans. Voilà. Bah, n'hésite pas Marie, hein, merci pour ce partage. Et si jamais tu as un petit lien vers l'exercice ou quoi pour l'ensemble des personnes qui sont là, ça serait super utile. Mais déjà, merci beaucoup pour ce partage. Marie, est-ce qu'il y a un autre outil comme ça que toi, tu as utilisé un peu pour réfléchir sur ton positionnement, réfléchir sur tes valeurs, d'autres méthodes que tu vois? Ouais. Je suis passée par un gros burn-out en 2014, enfin un brown-out dans le sens où justement ma vie n'avait plus trop de sens et mon travail n'avait plus trop de sens, donc ça m'a mise vraiment dans une grosse dépression. Et donc pour en sortir, à un moment donné, j'ai cherché sur Google comment trouver sa voie, comment trouver un sens à sa vie. Et je suis tombée sur cet exercice qui s'appelle le Ikigai. Alors, pour ceux qui connaissent, Ikigai, avec des petits trémas. Et en fait, cet exercice-là, m'a quand même beaucoup aidé à me reconnecter à moi, à réapprendre à me connaître. Qui est la Marie au fond, et non pas la Marie qui veut plaire à tout le monde, qui veut plaire à ses parents, qui veut plaire au professeur, qui doit avoir des bonnes notes parce que c'est la petite fille modèle. Voilà, en fait, c'est qui la vraie Marie? Qu'est-ce qu'elle aime? Donc, c'est un exercice avec 4 bulles. Hein. Donc, ce que j'aime faire, ce pourquoi je suis douée, donc ce pourquoi j'ai des habiletés naturelles. C'est pas facile de répondre à cette question parce que quand on est en dépression, on a l'impression qu'on ne sait plus rien faire. Mais le repère, c'est de se dire sur quoi les autres me font des compliments ou me disent oh, comment tu fais, Marie, c'est génial. Tu vois, par exemple, moi, je chante et puis les gens me disent waouh, comment tu fais? Moi, je pourrais jamais faire ça. Donc voilà, ce pourquoi je suis douée, ce pourquoi je peux être payée, donc ce sur quoi je peux générer de l'argent en fait. C'est important de se dire voilà, ça, je peux en vivre en fait de cette activité, même si elle ne me plaît pas. Je peux en fait gagner ma vie le temps de trouver autre chose quoi. Et ce dont le monde a besoin, c'est la 4e bulle. Je ne sais pas si tu peux peut-être les montrer, Jordan, en partage d'écran. J'essaie de partager mon écran, mais c'était un peu ralenti. Ouais, non, mais pas de souci. Mais vous le trouverez sur Internet. Hein. Donc, ce dont le monde a besoin, cette bulle, je l'ai trouvée compliquée, mais j'ai fini par craquer le truc. Et j'ai changé l'intitulé, j'ai mis « C'est important pour moi d'aider qui à quoi ?» Voilà. Si vous complétez ça, en fait, vous allez retrouver ce qui vous donne du sens, ce qui est important pour vous et ce dont le monde a besoin, en fait. Ouais, merci, c'est super. Là, comme ça, on voit les 4 bulles. Et moi, je conseille de ne pas trop se prendre la tête à faire tout l'exercice où on voit les liens entre 2 bulles sur qu'est-ce que c'est ma mission, qu'est-ce que c'est ma vocation. Juste, déjà, faites la liste de ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pouvez générer de l'argent et ce dont le monde a besoin, ce qui a du sens pour vous. Et déjà, vous y verrez plus clair sur qui vous êtes, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous met le feu, qu'est-ce qui vous plaît vraiment, qui vous réjouit, et puis ce sur quoi vous avez des habiletés naturelles. J'insiste là-dessus parce que je pense qu'on ne nous apprend pas assez à l'école à aller développer ces habiletés naturelles qu'on a. Par exemple, moi, je suis très observatrice et très imaginative, mais c'est mon père qui me le disait. Et je pense que j'aurais pu plutôt bifurquer vers tous ces métiers si j'avais pas été, comment dire, bloquée dans ce modèle de l'école avec les notes, le bac, certaines filières qui sont plus valorisées que d'autres. Je sais pas, comme devenir médecin ou je sais pas, il y a des métiers qui sont, je trouve, plus valorisés que d'autres. Voilà.
Trop bien, merci Marie pour cette petite démonstration. Du coup, bon, si on retient un petit peu ce qu'on s'est dit là déjà dans cette première partie, important peut-être avant de se lancer, de chercher absolument à prendre la parole, de directement se démarquer, de s'interroger sur ses valeurs, de définir des objectifs un petit peu lointains pour les avoir en tête. Et après, pour ça, il y a plein d'exercices. On a vu la lettre de départ en retraite, la question et si tout s'arrêtait, Marie-Alice nous a partagé l'analyse des regrets anticipés, ou encore on a des outils un peu plus poussés déjà comme l'Ikigai qui existent pour s'interroger un peu sur ces notions. Est-ce que Marc, tu voulais rajouter quelque chose sur ça? Euh, oui, non, mais pourquoi pas l'ikigai? C'est vrai que l'idée, ça serait, oui, c'est de réfléchir sur ses besoins actuels. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que sa prise de parole sur LinkedIn, il y a comment dire, c'est une interaction qu'on a avec les personnes. C'est gérer une relation, en fait. Gérer une relation, ça veut dire que il faut comprendre pourquoi on est intéressant, nous, pourquoi je suis singulier, en quoi, qu'est-ce qui est intéressant chez moi à partager, parce qu'il faut intéresser son persona, sa cible ou son auditoire. Et donc, parce que de l'autre côté, il va y avoir des réactions, en fait. Et il y a quelque chose qui se nourrit, en fait, sur LinkedIn. Donc, quand on se dit, oui, mais j'ai pas grand-chose à dire, j'ai pas grand-chose d'intéressant à dire, c'est parce que les personnes ne se connaissent pas vraiment. Et il s'avère que, je rencontre énormément de personnes qui se disent: «Mais je sais pas quoi faire, je suis perdu, où vais-je? Dans quelle étagère? Je sais ce que je veux plus, j'en ai marre de ce que je fais, mais par contre, je sais pas quoi faire, en fait». C'est parce qu'en fait, ils se posent pas la bonne question. C'est pas ce que tu ne sais pas quoi faire, c'est tu ne sais pas qui tu es vraiment, qui a envie de faire quelque chose. Parce qu'en intérieurement, je sais que tu sais et l'idée, c'est de passer du temps sur soi, d'investiguer, d'apprécier notre singularité, d'apprécier en fait que, ah bah oui, j'ai quelque chose à apporter, au monde. Donc je rejoins l'ikigai sur hem, c'est quoi ma contribution? Et en fait, c'est pareil, hein, sur LinkedIn, c'est quoi ma contribution? On ne prend pas la parole juste, pour se mettre en avant de manière, égocentrique. On prend la parole parce qu'on sait que ça va intéresser en face. On sait qu'il va y avoir un partage et donc c'est pour moi, c'est vital d'apprendre sur soi, de se connaître, d'aller identifier, ses compétences, ses valeurs, sa singularité, ce qui est bien en nous, nos forces en fait. Hem, Marie, elle parlait, elle a cette capacité d'observation, elle dit, cette, imagination, cette créativité. C'est une force, hein, c'est une force, donc c'est les forces de monsieur Seligman en psychologie positive. Il a étudié, 24 forces et dans les forces, il y a la créativité, par exemple. Mais on la retrouve aussi dans les valeurs, la créativité. Et on la retrouve aussi dans les compétences comportementales, dans les soft skills, la créativité. Et quand on l'a dans tous ces domaines-là, bah, faut laisser exprimer sa créativité, si on est malheureux, hein. Donc, aller l'identifier, c'est de se dire: «Bah oui, dans mon métier actuel, je ne pratiquais pas assez de créativité pour nourrir ma journée». Et donc, si j'identifie cette créativité dans tous ces pans-là, oui, bah, tu as intérêt de choisir une activité professionnelle où tu vas pouvoir exprimer ta créativité. Sinon, tu vas être malheureux toute ta vie. Voilà. Et sachant ça, une fois qu'on a bien identifié, ben oui, on va l'exprimer clairement. Ce qu'il faut voir, c'est que notre personal branding, c'est c'est comme une plateforme de marque, hein. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la publicité ou le marketing. Plateforme de marque, c'est quoi mon ADN en fait? Qui je suis? C'est quoi ma mission? Qu'est-ce que j'apporte? C'est quoi mes valeurs? Et une fois que tout est identifié, je vais arriver avec un message cohérent en fait. Et là, je rentre en cohérence entre moi et mon message. Et j'ai vu un webinaire avec Fabien Olicard. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mentaliste. Il parlait de comment convaincre. Il disait, mais c'est simple hein, pour convaincre. Il faut être convaincu soi-même. Et il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin de termes. Si je suis convaincu de quelque chose, corporellement, c'est-à-dire physiquement, je vais transmettre ma conviction. Et généralement, quand je dois convaincre, j'ai un seul argument. Je vais m'appuyer que sur un seul argument parce que c'est cet argument que j'ai choisi et c'est celui-ci où je suis le plus convaincu de cet argument. Et donc,
Tout ça pour dire que, parce qu'il y a des personnes aussi qui disent ouais, comment je peux convaincre, etc. C'est un petit peu, tiens, je rejoins le tarif. Excusez-moi, je parle de ça, mais les gens ils me disent mais ah, mais je suis pas à l'aise avec quand je dis mon tarif, quand je suis UX designer freelance. Je vois qu'il y en a qui sont à 500, 600, 800. Je dis ben oui, le type qui a 800 jours, c'est parce qu'il est convaincu qu'il vaut 800 jours. Il n'y a pas à tortiller. Et puis, si tu lui poses la question, il va dire bah, 800 la journée, mon TGM est à 800. Il est à l'aise parce qu'il est convaincu. Donc, il y a une espèce de. Voilà, il faut bien se connaître, être convaincu là où on est bon, etc. Et on en parlera avec sincérité, authenticité, ce qui est suffisant pour convaincre, en fait. Alors, est-ce que je peux encore rebondir? Allez, vas-y, Marie, avec plaisir. C'est super intéressant. Et je trouve que, moi, j'ai vraiment galéré avec ça parce que j'avais pas confiance en moi, en fait. Donc, pour moi, ce discours-là, je pense que j'aurais vraiment eu du mal à l'époque à le mettre en place. Et en fait, j'ai découvert assez récemment que j'ai pris confiance en moi dès lors que j'ai regardé sur quoi j'étais légitime, sur quoi j'avais eu des résultats par le passé irréfutables, euh, sur quoi j'avais eu des réussites, des accomplissements que personne ne pouvait dénigrer. Et en fait, je trouve que cette confiance et cette légitimité, elle se construit en regardant à son passé et en regardant sur quoi on a eu des grands accomplissements dont on peut être fier. Et là, d'un coup, ça m'a redonné une forme de confiance, ouais. Et moi qui avais beaucoup le syndrome de l'imposteur, en fait, maintenant, quand je publie sur LinkedIn, je me dis toujours, est-ce que je suis légitime pour parler de ça? Est-ce que je suis légitime pour dire tout ça? Et je me dis, oui, parce que j'ai traversé ces épreuves et que j'ai relevé ces défis et que j'ai surmonté ces galères, oui, je suis légitime pour parler de ça. Donc, je chasse mon syndrome de l'imposteur à ce moment-là. Et parfois, avant, ça m'arrivait d'écrire des trucs et je pense que j'aurais pas pu dire que j'étais légitime là-dessus. J'avais un positionnement il y a quelques mois en arrière. En fait, j'étais pas totalement alignée avec ce sur quoi j'étais légitime. Donc, c'est très, très important, ça, je pense, de faire ce travail. Pour tous ceux qui n'ont pas confiance en eux, qui ont ce syndrome de l'imposteur, à un moment donné, il faut assumer et se dire, OK, si je veux que ça parte, ce syndrome, si je veux être bien dans mes pompes et tout, être à l'aise avec ce que je raconte, sur quoi je suis légitime. Merci Marie. Il y avait un échange, je ne sais pas si vous les avez vus dans les commentaires, Marie et Marc, mais entre Amjad et Marie justement, avec cette question un petit peu de. Alors je trouve que tu réponds à une partie de la question, Marie, quand tu dis comment est-ce qu'on prend la légitimité, sur quoi est-ce qu'on se base. Après, petite question qui est peut-être un peu plus philosophique, mais j'ai quand même envie de la tenter. Merci aussi d'avoir posé, Amjad. C'est pourquoi pour vous c'est important de prendre la parole finalement? Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que c'est pour l'UX? Est-ce que c'est pour trouver des clients? Alors, moi, en tout cas, si je reviens en arrière, c'était au début, si je prenais la parole sur LinkedIn, c'était purement pour vider mon sac. C'était pour passer mes coups de gueule, dire voilà ce que je pensais. Et si j'avais eu, par exemple, quelqu'un dans une équipe produit qui n'avait pas trop respecté mon travail ou qui m'avait un peu mise de côté, ou genre ah Marie, ce qu'elle fait, le design sprint, ça sert à rien. Ah l'atelier, c'était nul, ou je sais pas, des choses. Voilà. Tout ça, je me disais, OK, j'écris un truc là-dessus. Et c'était comment je pourrais dire, une façon d'évacuer la frustration plus qu'autre chose. Maintenant, avec du recul, LinkedIn, c'est clairement un outil pour décrocher des missions, en fait, pour trouver du travail. Donc, en fait, il faut pas le prendre comme un exutoire ou un endroit où on dépose comme ça toutes ces frustrations. Non, il faut se dire sur quoi je suis légitime pour parler. Et maintenant, je vais parler de ça pour aider les autres qui sont en galère, qui sont dans les mêmes galères que j'ai connues auparavant ou que mes clients ont connues auparavant. Quels résultats j'ai obtenus pour moi ou pour mes clients, et je parle de ça. Pour en fait susciter l'intérêt de clients en fait qui aimeraient de l'aide
Parce qu'en fait, se vendre, hein, je veux juste parler de ça parce que moi, je déteste me vendre. Enfin, cette expression-là, je la déteste. J'ai toujours haï tout ce truc-là. Mais en fait, maintenant, enfin, depuis que je me suis formée à tout ça, j'ai découvert un univers et ça a été vraiment formidable, en fait. J'adore ça maintenant. Depuis que j'ai compris que la vente, c'est simplement aider l'autre à atteindre ses objectifs, bah, contre de l'argent, parce qu'on y passe du temps, et puis voilà, cette personne, elle est en galère, donc elle va juste nous payer, en fait, pour l'aide qu'on lui apporte. Et quand on relativise les choses comme ça, moi, ça m'a fait vraiment un bien fou, hein. Je me suis dit, mais en fait, ok, il faut que je vende. D'ailleurs, mes coachs business m'ont dit, mais presque tu es égoïste de ne pas faire l'effort de te vendre, parce que ça veut dire que tu laisses des personnes qui pourraient bénéficier de ton aide, tu les laisses toutes seules, en fait. Donc, rends-toi visible pour que ces personnes, elles sachent qu'il y a quelqu'un qui peut les aider. Fais l'effort de trouver des clients, fais l'effort de communiquer sur ce que tu sais faire. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais alors moi, ça m'a débloqué de fou, hein. Ouais, super inspirant. Donc, finalement, on n'est pas là, pardon, pour juste parler pour parler, mais rappelons le nerf de la guerre quand même. On parle de se vendre, de mettre en avant son profil et du coup de trouver soit une nouvelle mission ou un nouveau projet. Vas-y Marc, je te laisse enchaîner. Oui, je voulais répondre à Ajmal Dokan et puis à Marie-Alice Crivelot. Ajmal Dokan, elle dit pourquoi pensez-vous qu'on devrait nous avoir tous avoir quelque chose à dire, à partager? Effectivement, quand tu n'as rien à dire, vous connaissez la formule, hein. Donc c'est pas la peine de prendre la parole si on n'a rien à dire en fait. Et après, il dit le monde s'en fout de tout. Le narcissisme est le pire des défauts. En fait, effectivement, le danger des réseaux sociaux et LinkedIn, j'en vois passer. Il y a vraiment, il y a beaucoup de narcissisme. C'est effectivement, mais il y a quelque chose que Marie a dit, c'est que on ne vient sur un réseau professionnel que dans l'intention de trouver des clients, de faire venir des clients à soi. C'est-à-dire qu'il y a une notion de, voilà, d'inbound marketing, si vous voulez, quelque part, hein. Donc on ne prend la parole que parce qu'on a envie de partager quelque chose. Il y a aussi une forme de générosité et on n'attend pas des réactions, on dit « Ah, t'es super, c'est génial, etc. » Parce que oui, là, c'est pour du narcissisme, c'est clair, pur et dur. Moi, je vois sur les réseaux sociaux, j'ai rien contre les retraités, hein, mais ils sont là, ils ont un avis sur tout, et puis ils apportent rien, et moi, ça me saoule. D'accord? Non, c'est un réseau professionnel et on doit parler professionnellement, quoi, dessus. Et puis, c'est dans un but de parler de son expertise, et cetera. Deuxième chose, là, pour répondre plus à Marie-Alice, c'est vrai qu'on peut avoir du mal à se mettre en avant, mais donc il faut avoir une réalité, une forme de réalité de soi, mais surtout une bonne estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi en fait? L'estime de soi, c'est que je m'estime par rapport aux autres. On n'y peut rien, c'est comme ça, hein. L'estime de soi, je m'estime par rapport à quelque chose. Il se trouve que ce quelque chose, c'est souvent les autres. D'accord? Mais l'idée, c'est que il faut aussi s'estimer par rapport à ce qu'on a déjà fait, par rapport au parcours qu'on est en train de faire et par rapport là où on veut aller. C'est ça en fait aussi l'estime de soi. C'est plus que voilà où j'en suis, voilà où je veux aller. Aujourd'hui, j'ai réussi cette étape, je gagne en estime de moi, je gagne en confiance en moi, mais c'est pas que de se comparer aux autres. C'est important. Bon, mais l'idée aussi, c'est pas c'est pas être présomptueux que de parler de soi, de parler de son expertise, du moment que c'est authentique et vrai, et du moment qu'on se sent légitime. Et je rejoins Marie. On ne peut prendre la parole que si on sent qu'on est légitime. Seulement, il y a beaucoup de personnes qui se sentent pas légitimes alors qu'ils sont légitimes. C'est ça qui est fou. Ils sont légitimes, mais ils se sentent pas légitimes. Et il y a aussi des personnes qui parlent alors qu'elles ne sont pas légitimes, Oui, il y a vraiment. ça aussi. Juste, voilà. Non, mais il faut le dire parce que c'est vraiment important et j'en ai Ouais. fait partie, je pense. D'accord? C'est vraiment une erreur, ça. Dites-vous Mm. quand vous postez, est-ce que je suis légitime pour dire ça? Est-ce que j'ai eu des résultats par le passé là-dessus? En fait, non. Bon, alors en fait, je me tais et d'abord, j'obtiens des résultats et ensuite, je parlerai des résultats que j'ai obtenus. Dans ce sens-là, ça Voilà. marche.
Donc, la prise de parole et c'est là où je vous dis qu'il y a une étape essentielle pour bien se connaître, c'est, étudier ses valeurs. C'est-à-dire, c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui, si on me prive de ça, si on piétine, cette chose-là, voilà ce qui me fait réagir. Pourquoi? Parce qu'on va parler de manière authentique, on va réagir de manière authentique et c'est ce qui est le plus important du moment qu'on soit aligné sur soi, aligné sur, ce qu'on est, quoi. Et puis comme je vous dis, hein, on n'est pas obligé de prendre la parole tous les 4 matins, hein, sur, LinkedIn. Quand on n'a rien à dire, bah, on dit rien, c'est tout. Noté. Merci Marc pour ce conseil et pour tous les conseils. Donc, comme tu disais, repartir aux valeurs. Bon, j'entends bien tous les deux ce que vous dites, hein, mais c'est hyper intéressant. C'est vrai que, parce que souvent on entend sur LinkedIn, ah, mais il faut publier absolument tous les jours ou tous les 2 jours, tous les 3 jours. Vous, c'est intéressant. Votre conseil, c'est plutôt de se dire, publiez déjà quand vous avez quelque chose à dire, quand le sujet vous intéresse. Pas forcément de s'imposer un rythme comme ça. On a commencé à effleurer le sujet, mais voilà, on a dit un peu comment prendre la parole, comment se sentir légitime, gagner en légitimité, choisir ses sujets. Peut-être aussi maintenant, ce qui serait intéressant de se demander, c'est comment, à travers des prises de parole, on peut convaincre les clients de venir travailler avec nous. Est-ce que toi, par exemple, Marie, tu pourrais nous donner quelques conseils là-dessus? Qu'est-ce qui, selon toi, marche bien? Alors, tu parles sur les posts directement ou... Pardon, sur des posts ou en général sur la manière dont tu communiques, que ce soit d'ailleurs en rencontre one-to-one ou sur un réseau social. Qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui, toi, est important à ton avis pour convaincre des clients de venir travailler avec toi? Pour moi, la première chose, c'est déjà d'avoir un positionnement clair avec une promesse claire. C'est-à-dire que j'ai une expertise aujourd'hui et voilà les résultats que ça peut vous apporter et comment ça peut faire gagner de l'argent à votre boîte. J'insiste sur ça, mais on est là pour faire gagner de l'argent aux entreprises. D'accord? Moi, avant, quand je présentais mon métier, je disais, je suis designer d'expérience utilisateur, j'améliore la vie des utilisateurs. Qui achète ça? Personne. À part me ramener des designers qui pensent comme moi et avec qui on milite pour faire passer ce message, ça ne m'apporte pas de clients. Hein. Okay. Donc déjà, le positionnement. Pour trouver un positionnement, faut effectivement trouver en quoi mon expertise fait gagner de l'argent aux entreprises. Et donc, par exemple, en tant que designer UX, moi, j'ai vu que je pouvais avoir un impact sur le taux de rétention des utilisateurs sur une application, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que les boîtes galèrent à faire avec leur équipe. Et donc, il y a un vrai sens à faire appel à mon expertise pour remédier à ça. Tu vois, le taux de rétention, pardon, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait que les gens reviennent sur une application pour l'utiliser. Ok. Donc tu disais, oui, voilà, bien se mettre en fait un peu du point de vue de ton client, c'est quoi leur problème, et de plutôt communiquer sur des KPI, si je me trompe, oui. un temps, une expérience. Ben oui, parce qu'en fait, c'est ça qui intéresse au fond les entreprises, même si elles ne le disent pas toujours, parce que dans les offres d'emploi, je vois encore ce défaut de lister des méthodologies, des outils, des systèmes, des livrables. Mais en fait, tout ça, moi j'ai compris avec, en me cassant les dents, hein, que c'est pas ça que recherchent au fond les entreprises. Quand elles me disent « Ah Marie, je veux une refonte, est-ce que tu peux travailler là-dessus ?» Une refonte de notre application. En fait, ce qu'elles cherchent, c'est qu'elles ont constaté un mauvais taux de conversion, par exemple, et que ça fait 6 mois que ça dure, et qu'elles n'arrivent pas à y remédier. Donc, en fait, cette refonte, elle est motivée par un constat factuel, parce qu'il y a un KPI qui est défaillant et qu'il faut améliorer, quoi. Donc, quand je me positionne avec une vraie expertise, quand je me positionne en tant qu'experte de ce problème de conversion et que je vais pouvoir, doubler le taux de conversion d'ici 6 mois, comme la hiérarchie l'espère, alors on m'écoute. Voilà. Si par contre je dis, je vais faire des maquettes, je vais faire un design sprint, des choses comme ça, là, on m'écoute moins, ou alors mes missions finissent mal. Parce qu'il y avait ça aussi. Hein. Moi, dans mes galères, ce qui s'est passé, c'est que mes missions, elles se terminaient toujours mal.
mais parce qu'en fait, elles n'avaient pas une vraie fin. Vu qu'il n'y avait pas un objectif précis et mesurable, vous voyez, par exemple, livrer des maquettes, ce n'est pas un objectif mesurable. Parce que combien de maquettes tu vas livrer? Est-ce qu'elles sont satisfaisantes? On va avoir plein d'allers-retours pour modifier ces maquettes. Donc, on se retrouve dans un cercle infini de modifications. C'est pas bon, en fait, de prendre ça comme objectif. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Jordan. Peut-être j'ai oublié un bout, mais Non, non, c'est ça. Bon, en tout cas, non, je pense que c'est pas mal comme conseil. En tout cas, moi, ce que je retiens vraiment peut-être dans sa communication, on va dire, au quotidien pour convaincre, c'est peut-être d'insister sur les résultats qu'on a obtenus, oui. les mettre en avant, les KPI, et puis voilà, tu le disais, de bien peut-être savoir aussi questionner, un peu comprendre ses clients pour trouver c'est quoi leur pain point à eux, quoi, justement. Oui, oui, c'est ça. Et surtout, peut-être je vais insister là-dessus parce que je vois beaucoup de candidats qui postulent à des offres et ils se retrouvent par centaines à publier aux mêmes offres et à pas réussir à se démarquer. Alors, ils viennent vers moi en me disant mais j'arrive pas à me différencier, puis j'arrive pas à décrocher du boulot. Mais en fait, comment dire, moi je pense, après c'est peut-être une vision un peu idéaliste, mais je pense qu'on pourrait se répartir le marché en étant nichés chacun sur un truc bien précis. Tu vois, par exemple, moi, j'accompagne surtout des entreprises, des startups, sur des domaines que j'aime bien, qui me passionnent, donc tout ce qui est santé, éducation, sport. Voilà, je vais éviter maintenant d'aller sur des choses qui concernent la finance ou le BTP, comme j'ai pu faire par le passé. Parce qu'en fait, quand je suis en entretien, j'ai pas la bonne énergie parce que c'est pas des sujets qui me parlent. Alors que quand ça parle de médecine ou de choses d'éducation, là, j'ai la flamme, quoi. Et puis je me projette, donc c'est beaucoup plus facile. Et cette énergie-là, en entretien, ça compte vachement, en fait. Euh, Au-delà des résultats, mais évidemment, les résultats que tu as obtenus par le passé, évidemment que c'est hyper important, ça. De montrer quels résultats factuels, irréfutables, vous avez eu par le passé. Ça, franchement, j'ai encore eu quelqu'un ce matin, un designer qui n'arrivait pas à décrocher une mission. Et en fait, je vois qu'il postule à des choses, mais il n'a pas de positionnement clair. Donc, une fois, il va postuler à une offre de X, de Y, des choses tellement différentes. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait qu'on trouve toujours plus expert que toi? C'est simplement parce qu'il y a des gens qui sont nichés sur un truc et on préfère prendre un expert je ne sais pas, du bâtiment et de la rétention des utilisateurs sur des applications mobiles pour faire ce projet-là parce que c'est ça qu'on veut, c'est ça que la direction veut en fait. Donc je pense qu'on aurait intérêt à se nicher, c'est-à-dire développer une expertise bien spécifique, très alignée avec nous-mêmes, avec ce qui nous passionne et tout. Et là où on est bon, bien évidemment, là où on a eu des résultats, finalement là où on est légitime. En fait, tout prend son sens quand on réfléchit comme ça. Et ce sera naturel que les gens vont venir vers nous pour chercher cette expertise ensuite. Enfin, je sais pas, ça vous parle ce que je raconte ou c'est complètement lunaire? Moi, ça me parle et tout, mais Marc, peut-être que tu veux réagir un peu à ça, toi. Comment est-ce que toi, tu coaches des personnes pour vraiment qu'elles arrivent à convaincre des clients, à trouver plus facilement des missions? En fait, Marie a raison. Comme souvent, une personne, enfin, ou un client, il vient avec une plainte, en fait. Il vient avec une plainte et il faut toujours l'interviewer pour savoir, derrière cette plainte, c'est quoi exactement son besoin. Qu'est-ce qu'on va couvrir? Par exemple, si on dit: «Ouais, mon tunnel d'achat, j'ai des sorties intempestives, j'ai un taux de rebond, et cetera», très bien, et ça vous pose quoi comme problème, en fait? «Bah, j'ai pas de chiffre, ça transforme pas, voilà, j'ai quand même, c'est une boutique en ligne». Ouais, très bien, et c'est quoi exactement votre objectif? C'est quoi votre chiffre d'affaires attendu, en fait? Et donc il faut creuser, il faut aller loin et après dire: «Bah, écoutez, on va travailler ensemble parce que on peut y arriver. Moi, j'ai la solution pour le faire». Et donc alors que si jamais on en reste à se dire: «Bah, écoutez, ah oui, d'accord, vous avez un taux de rebond, vous savez quoi? Je vais vous refaire votre interface, vous allez voir, vous allez, les gens vont moins rebondir». Ça cause pas, quoi. Donc il faut vraiment creuser et lui faire dire, il faut lui faire briller les yeux, hein, ni plus ni moins. Et là, pour le coup, vous, UX designer, vous avez un talent partagé, c'est l'empathie. C'est-à-dire qu'il faut aller,
Il faut se mettre en empathie avec son client. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se mettre à sa place et dire, mais c'est quoi mon problème? Enfin, c'est quoi son problème? Donc, c'est quoi exactement? Et donc, l'interview, enfin pas l'interview, le questionnement pour dire exactement ce que je vais pouvoir vous apporter, il faut que ça tape dans le mille, en fait. Donc, il faut prendre un petit peu de temps. Alors, et du coup, on n'a pas besoin d'être convaincant, hein. C'est-à-dire, c'est par un jeu de questions et que lui, il exprime clairement son besoin. Il suffit de le reformuler. Ah oui, alors, d'après ce que je comprends, c'est ça alors. Vous voulez ça exactement? Oui, c'est ça exactement. Et là, c'est bon, hein. Vous avez gagné. Et surtout si vous dites, bah oui, écoutez, je suis l'homme de la situation, ou bien sûr, j'ai cette expertise, bien sûr. D'ailleurs, regardez, j'ai fait ça à pour un tel, ils ont transformé ça. Mm. C'est aussi important d'avoir des profs sociales sur LinkedIn, vous savez, au niveau des recommandations. Si vous pouvez en avoir, c'est pas mal, parce que après, les gens, quand vous prenez la parole sur LinkedIn, ils vous écrivent en MP. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, un tel en parle là sur mon profil, ou alors, voilà. Donc, euh, cette légitimité, et d'ailleurs, quand on fait du questionnement, moi ça m'arrive, hein, quand je questionne, j'arrive sur une demande qui ne correspond pas à mon expertise, je dis, bah non, je pense pas que je vais pouvoir vous aider là. C'est pas mon expertise. Si, ok, je pourrais faire quelque chose, mais ça va être tiède, ça va être moyen. Je suis pas l'homme de la situation. Par contre, je peux vous recommander un tel, parce que ça, c'est Carrément. son expertise. Oui. Moi, vous savez, moi, je suis coach travail. J'accompagne les gens. Bah, d'ailleurs, lorsqu'ils sortent du burn-out, c'est vrai que je les accompagne là à retrouver du sens, à retrouver le chemin, je dirais, du travail, parce que bon, on a tous besoin de travailler. Mais il y a un moment où je sens que si jamais la personne, je dis, mais non, là, je vais pas pouvoir parce que tu n'as pas encore assez travaillé, je te conseille d'aller voir un psychologue, un psychothérapeute, parce que tu as encore besoin de te soigner de ton burn-out, etc. Mais quand tu vas émerger et soudainement, quand tu vas pouvoir te projeter dans l'avenir, parce que c'est ça, hein, le burn-out, on a l'incapacité de se projeter dans l'avenir, on est complètement au fond du trou. Mais quand ils sortent du trou, oui, moi, je peux agir. Mais quand ils sont dans le trou, je dis non, non, moi, je ne peux rien faire pour toi. Moi, je suis coach, hein, je ne suis pas psychologue. Hein. Je ne peux pas. Parce que moi, c'est opérationnel. Hein. C'est-à-dire que, voilà, arrive un moment, je te mets en action, quoi. Mais tu n'as pas l'énergie, là, donc je ne vais pas pouvoir. Donc, et pour chaque métier, il faut savoir où on est expert, jusqu'où on peut aller. Mais quand vous dites oui, le client est convaincu que c'est avec vous parce que vous êtes convaincu. Oui, je peux apporter quelque chose, que c'est complètement dans mon expertise. Et puis, vous savez, on parle de communication non verbale. Vos yeux vont s'écarquiller, votre voix va monter parce que vous êtes dans votre expertise. Donc, du coup, vous vous enthousiasmez et allez vous parler. Et en face, ça se ressent, cet enthousiasme. Et c'est ça qui est important. Et donc, pas besoin d'énormément d'arguments. Il suffit de l'amener sur son expertise. Et puis, la relation, elle s'embarque, quoi. Et je suis d'accord avec toi, Marc, d'assumer que des fois, on n'est pas l'homme ou la femme de la situation parce que ça ne correspond pas à notre expertise. Mais ça, généralement, moi, j'attirais beaucoup de clients comme ça qui me demandaient d'autres choses que mon métier, en fait. C'est un problème de positionnement au départ. C'est-à-dire que ce que j'affiche sur LinkedIn, ce que j'affichais, ce n'était pas suffisamment clair. Hein. Donc, on venait vers moi et puis on me demandait des trucs, des logos, des machins. C'était pas, c'était pas approprié, quoi. Et moi, donc, je tombais aussi dans le piège de répondre oui parce que j'avais besoin d'argent. Et du coup, je faisais des trucs qui ne me plaisaient pas. Et puis, ça tournait mal. L'émission ne se passait pas bien. J'étais frustrée. Le client était déçu. Ce n'était pas vraiment mon expertise. En fait, c'est un cercle vicieux. Hein, vraiment, moi, je vous conseille de travailler sur votre positionnement, sur quoi vous êtes légitime. Alors, j'ai vu une question dans le chat là. Mais si on n'a pas eu les expériences qui nous correspondent, ben, tu sais quoi? Je ne sais pas qui a posé ça dans le chat, mais c'est qu'il faut les créer, ces expériences. Il faut construire ta légitimité. Si tu ne l'as pas, en fait, il faut trouver une expérience pour bâtir cette légitimité petit à petit. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'avais posé cette question justement, donc merci de l'avoir relevé, Marie. Donc pour toi, il faut aller chercher les expériences, les premières, peut-être, je sais pas, avec directement des clients ou plutôt dans un contexte pro bono. Comment est-ce que Alors, toi tu... ben justement, c'est intéressant, oui. Moi, je pense qu'il faut s'ouvrir à tout, parce que si vous n'êtes pas légitime sur un truc, ça va être compliqué de vous faire payer un TJM hyper haut, comme si vous étiez senior sur le truc. Forcément, ça ne va pas suivre, hein. Donc, oui, proposer à son entourage. Regardez, je sais pas, il n'y a pas une copine d'une copine qui a un projet d'application sur lequel je pourrais m'exercer. Tu vois, il n'y a pas quelqu'un que je pourrais aider dans mon cercle proche ou un petit peu au-delà. Des gens, en fait, qui te font déjà confiance parce qu'ils te connaissent. En fait, si on ne peut pas te faire confiance par tes résultats passés, parce que tu es légitime et tout, tu es légitime par tes résultats passés, cette confiance, eh ben, il faut la bâtir. Et donc, tu peux commencer par ton cercle de confiance, les gens qui te connaissent, pour essayer de construire cette légitimité à travers des travaux que tu vas réaliser pour la copine d'une copine ou un truc comme ça, quoi. Ou une association, ou bénévolement, ou voilà, peut-être à un petit tarif. Faut accepter, en fait, hein, faut accepter qu'on débute, tout simplement. Tant qu'on n'a pas de résultat à son actif, à son palmarès, bah, c'est qu'on débute. Et c'est OK. On a tous débuté un jour, donc voilà, pas de souci. Ah, attends, on t'entend pas. Pardon, Jordan. disons que je suis pas, ouais, je viens de le réactiver, merci. Je suis pas en forme là aujourd'hui, donc ça fait 2 fois que ça m'arrive. Qu'est-ce que je voulais dire? Et peut-être qu'on passe un peu à la dernière partie qu'on s'était fixé tous les trois, c'est-à-dire un petit peu se dire voilà. Alors n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, profitez-en. Là, il nous reste à peu près 10 minutes ensemble, donc c'est le moment pour poser vos questions. Nous, on s'était dit qu'on allait parler d'un dernier grand sujet aujourd'hui, c'était de se dire, ok, mais pour quelqu'un qui veut se lancer, là, qui veut commencer à prendre la parole, qui voudrait peut-être commencer à rédiger des posts ou même une newsletter. Alors, on a beaucoup parlé de LinkedIn, mais ça peut aussi être tout simplement prendre la parole en allant à un salon professionnel ou à un événement. Bon, qu'est-ce que vous conseilleriez, peut-être je me tourne vers toi, Marc, en premier, pour quelqu'un qui, voilà, à un moment qui commence sa carrière, peut-être en freelance ou dans l'UX, qui veut un peu se lancer et mettre en avant un peu plus son profil? Moi, je travaillerais ma proposition de valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'apporte exactement? Alors, c'est ma mission, mais c'est ma mission avec moi. Enfin, c'est ma mission. Je suis indépendant, mais c'est pas simplement, voilà, je fais de l'UX design. Je fais de l'UX design, mais à ma façon, quelque part. Voilà ce que j'apporte en plus. Voilà ce que j'apporte de particulier, de spécifique par rapport au marché. C'est quoi ma proposition de valeur pour essayer quand même, dans ce marché, je dirais, dans cet océan rouge, comme on dit, hein, où il y a quand même pas mal de concurrence, c'est de se dire: «Voilà mon truc en plus», quelque part. Donc c'est travailler sa proposition de valeur. Et puis pourquoi pas après la rédiger en une phrase. C'est ce qu'on pourrait retrouver sur les bandeaux de LinkedIn, hein, quelque part. Ce qu'il faut voir, c'est quand on rédige sa proposition de valeur, moi je la reprends à peu près 5-6 fois par an, hein. C'est-à-dire, elle va durer 2 mois, hein, proposition de valeur et après, je supprime un mot et puis parfois je rajoute un mot, c'est l'enfer. Mais en tout cas, on arrive quand même à un noyau dur. C'est-à-dire, le noyau dur et donc elle s'affine, cette proposition de valeur et soudainement, et elle repose sur sa légitimité et donc on rejoint la légitimité, hein. C'est-à-dire quand je donne ma proposition de valeur, c'est que je sais que je suis légitime voilà, sur ce que je dis. C'est ma promesse aussi quelque part, hein. Si vous travaillez avec moi, voilà, ma proposition de valeur, voilà, vous allez avoir cette valeur-là et c'est, quelque part ma promesse. Et Alors je la l'ai promesse, déjà c'est fait pour d'autres boîtes par le passé. J'ai déjà eu des résultats exactement, ouais, ouais, tout à fait. actuels. Donc moi, je commencerai par rédiger ça, quoi, cette provision de valeur. Mais je commencerai, alors, c'est ce qu'on risque de faire à la masterclass, hein. C'est la masterclass, moi, je vais faire travailler les personnes sur leurs valeurs, leurs forces, leurs soft skills, pour ensuite
aller sur du storytelling. On peut, voilà, et donc, oui, je vais les amener sur cette provision de valeur, sur rédiger l'émission, etc. Mais voilà, moi, je commencerai par là. Voilà, mon objectif, c'est aujourd'hui, c'est de rédiger ma provision de valeur. Et elle va servir à beaucoup de choses. Elle va aussi servir à mon pitch, parce que c'est la base, la provision de valeur, qui va pouvoir me permettre de rédiger mon pitch elevator d'1 minute, ce fameux pitch elevator. Donc, c'est assez essentiel, quoi. Très bien. Merci Marc. Bah, du coup, j'en profite vu que tu me tendais un peu tu en parlais. On fait un workshop avec Marc le 15 avril sur le sujet justement du personal branding au laptop. Donc, je vous mets dans les commentaires le lien vers l'événement. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter sur notre site, vous y inscrire directement. Ce sera vraiment un workshop dédié à ce sujet-là, du coup, de comment est-ce qu'on met son profil en avant, comment est-ce qu'on définit sa proposition de valeur. Marie, toi de ton côté, comment est-ce que voilà, quel conseil là, si comme ça quelqu'un venait te voir et te dire bon bah ça y est, j'aimerais prendre un peu plus la parole, entre guillemets, on va dire j'ai trouvé un peu mon sujet, j'ai trouvé un peu ce qui m'anime, quel conseil tu pourrais donner? Ben, moi, je rejoins Marc, hein. Mais je parlais de positionnement tout à l'heure, c'était ça, hein. C'est quoi ma proposition de valeur? Enfin, on peut le dire sous différents termes, mais qu'est-ce que j'apporte aux entreprises? En quoi mon expertise peut leur faire gagner de l'argent? Donc, si je sais améliorer un parcours utilisateur, si je sais faire un design système, si je sais faire des tests utilisateurs, en quoi ça fait gagner de l'argent aux boîtes? Donc, déjà, vraiment clarifier ça pour trouver ce pitch et présenter correctement. Et donc, mon premier conseil, ce serait tester votre pitch. Tester votre pitch quand vous allez, je sais pas moi, à une conférence, à un salon, à je ne sais quoi d'autre. Voilà, vous rencontrez des gens, à un moment donné, on vous dit « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Moi, dans mon club de tennis, on me le demande souvent. Testez votre pitch et regardez comment ça réagit en face. Vous voyez si ça intéresse les gens ou pas, s'ils vous questionnent encore. Il ne faut pas que ce soit trop long, hein. Moi, je pense qu'en 3 secondes, il faut que vous ayez une première réponse qui incite l'autre à vous poser une question supplémentaire sur votre métier. Si vous n'arrivez pas à passer ce step, c'est que le début du pitch n'est pas bon. Ok. Donc déjà ça. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En fait, je me suis noté des trucs que je veux absolument dire avant qu'on raccroche. Et je sais que j'ai vu quelqu'un qui parlait d'intelligence artificielle dans le chat. Ok. Moi, pendant longtemps, les product owners et les product managers avaient tendance à me dire « Marie, je peux faire ton boulot. Moi, des entretiens avec des utilisateurs, je peux le faire. Moi, des personnages, je peux le faire. » Donc, en fait, tant que je me positionnais sur des trucs comme ça, bah, je me faisais voler mon taf, en fait, entre guillemets. OK. Donc, je me suis dit, mais sur quoi je peux faire la diff si tout le monde peut faire mon métier? Sur quoi je peux faire la diff? Ah bah moi, je peux agir sur le taux de rétention des utilisateurs. Parce que si eux, par exemple, ils dessinent quelque chose, ils me disaient souvent, ah bah regarde, moi aussi, je dessine des interfaces, je suis designer. Mais s'ils implémentent leur dessin et qu'ils lancent le produit comme ça, ils n'auront pas le taux de rétention attendu. Okay. Alors que moi, grâce à mon expertise, bah, il y a beaucoup plus de chances que j'atteigne un meilleur taux de rétention des utilisateurs. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? N'hésite pas à nous dire, merci Marie, n'hésite pas à nous dire Laure si ça répond à ta question, qui était de quel conseil pour faire face aux aspects politiques et aux égos dans les entreprises. Mais juste, je rebondis sur ce côté exécutante, ok? Si vous voulez sortir de ça, et parce que l'intelligence artificielle va aussi bouffer votre métier si vous ne vous positionnez pas sur une vraie valeur ajoutée, quelque chose qui rapporte de l'argent aux boîtes. Si vous continuez à vous positionner sur des livrables, j'entends des outputs, des maquettes, des design systems, des research repositories, toutes ces choses, ok? L'IA va vous remplacer. Donc, on ne peut pas continuer à promettre ça aux boîtes, en fait. C'est voilà, les frameworks aussi. Mettre en place des design sprints ou de la discovery ou l'agilité ou n'importe. OK? On ne peut pas faire ça, OK? Il faut vraiment avoir un positionnement clair, axé sur des résultats tangibles, chiffrés, factuels, irréfutables. C'est ça que les boîtes vont acheter, en fait. Okay? Elles vont mettre des sous sur la table dès lors qu'elles vont se dire quand j'investis dans Marie 1 000 €,
bah, c'est parce que je pense que grâce à son expertise, on va gagner, je sais pas moi, 10 000 euros ou plus. OK. Il faut vraiment être dans cette logique-là. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, cette logique business, mais je pense que si vous voulez travailler dans des entreprises, vous n'avez pas le choix. Donc, si ça vous plaît vraiment pas, bah, c'est qu'il faut faire autre chose. Mais sinon, c'est ça un peu les règles du jeu, moi, que j'ai découvertes à mes dépens, mais que maintenant, je commence à beaucoup mieux maîtriser et ça va beaucoup mieux. Du coup, je me sens plus maître à bord de mes missions, je décroche plus facilement des missions, je suis mieux payée sur mes missions, on me respecte mieux. Comme j'ai des objectifs plus clairs, bah, je suis plus stimulée, je suis plus fière aussi de mon travail. Je sais quand mes missions s'arrêtent exactement, quand c'est une victoire, une vraie. Ça part plus en eau de boudin. Voilà. Top. Merci Marie pour tous tes partages. Je ne sais pas si Marc voulait rebondir pour peut-être un dernier mot avant qu'on Je peux répondre on à vous envoie. Laure sur quel conseil pour faire face aux aspects politiques égaux dans les grandes entreprises. Effectivement, il y a des personnes qui connaissent pas grand-chose à grand-chose, qui sont là par hasard et qui tiennent des bullshit jobs, comme on dit, et vous, vous êtes convaincu de pouvoir apporter de la vraie valeur ajoutée dans votre expertise, votre métier, vous vous sentez pas entendu. Il y a plusieurs techniques, mais là, ça dépend de la culture, de la politique de l'entreprise, de la personne qui est en face. Moi, il y en a, ils peuvent carrément hacker leur job. Hein. Hacker, ça veut dire, OK, je réponds comme il entend, mais à côté, je fais ce que moi, je suis convaincu. Ça fait un peu test AB, on va dire, hein, quelque part, hacker son job. Il y a cette solution. Si c'est possible, hein. L'autre solution, c'est de faire de l'approche paradoxale, c'est-à-dire de le confronter à son absurdité. C'est-à-dire, et là, c'est dans le questionnement. Alors, ce que vous me dites qu'il faut faire ça, et donc l'objectif, on va arriver à ça, c'est exactement ça. Mais non, pas du tout. Moi aussi, j'ai envie que le taux de conversion augmente. OK. Mais est-ce que vous êtes conscient que si on fait ça et ça, ça va faire ça, et ça nous mène à un taux de conversion qui va se stabiliser comme ça. Ben non, il faut l'augmenter. Donc, je reviens sur voilà, c'est-à-dire qu'il faut toujours confronter les personnes à je dirais, à leurs contradictions, à leurs limites, et il faut qu'ils s'en rendent compte par eux-mêmes quelque part. Il ne faut pas s'opposer. Il ne faut pas dire vous avez tort, vous faites n'importe quoi. Non, non, il faut questionner. Bon, où vous voulez aller? Le questionnement, c'est un des leviers qui nous permet de ne pas être dans le conflit. Questionner la personne et la mettre face à ses absurdités, face à ses contradictions. Et puis vous reformulez sa réponse. Ah oui, alors c'est ça? Non, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Alors c'est qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement? Vous voyez? Et personne ne s'énerve. Hein. Les personnes, le souci, c'est qu'ils n'osent pas poser de questions. Et moi, j'ai découvert le questionnement, c'est extraordinaire. Je parle même dans ma vie privée. C'est-à-dire que j'ai un ado, je me fâche jamais avec lui. Je dis alors, et puis à un moment, il me dit bon, t'arrêtes de faire ton coach. Je dis non, 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 je te pose une question. Il a détecté le truc, mais il ne s'énerve pas et moi je m'énerve pas et tout va bien. Donc quand on amène les personnes face à leurs contradictions, on les influence, on les amène, je dirais, de manière en aïkido. Hein, on s'appuie sur sa force, on les amène vers ce que nous, on pense être juste. Ouais. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup cette image. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé pour revenir sur ce que Marc disait, c'est de bien cadrer mes missions au début et de définir c'est quoi le point de départ et c'est quoi le point d'arrivée et comment est-ce qu'on mesurera factuellement qu'on est arrivé là où on veut arriver avec des chiffres en fait. Voilà. C'est exactement ce que tu disais. Et dès lors que j'ai commencé à faire ça et à questionner pour obtenir ces réponses, ah bah aujourd'hui, vous avez un faible taux de rétention des utilisateurs. OK. Et vous aimeriez avoir combien? Ah bah ce serait bien qu'on soit, je sais pas moi, 40% de taux de rétention d'ici 3 mois. Et dès que j'avais ça là, je pouvais du coup me positionner comme l'experte qui allait amener l'entreprise du point A au point B et qui allait être payée pour ça, quoi, très logiquement. Donc voilà. Après, je vois donc Laure qui parle de ces aspects politiques, etc. Et que certains privilégient leur intérêt personnel aux intérêts business entreprise. Franchement, je ne connais pas d'entreprise où la direction ne se soucie pas de l'entreprise et de sa bonne santé financière. Je ne vois pas trop comment ça peut fonctionner autrement. Donc, dès lors que vous allez
chercher c'est quoi l'objectif pour la boîte, c'est quoi l'enjeu en ce moment pour la boîte, normalement, ça ne peut pas mal se passer. Hein. Vous aurez des réponses et vous saurez que vous devez vous raccrocher à ça et que votre expertise, elle doit servir les objectifs business de la boîte. Je ne vois pas comment on peut avoir comment la direction et le CEO pourraient avoir des intérêts personnels contradictoires avec l'intérêt de sa propre boîte. S'il veut que sa boîte marche, il va payer des experts pour que sa boîte marche et ramène de l'argent. Donc, c'est tout en fait. Si jamais il y a une volonté paradoxale, comme dit Marc, de lui poser les bonnes questions et de réussir à comprendre ce qui se joue derrière. Bon, je suis désolé, je vais devoir arrêter l'émission. On a dépassé l'heure qu'on s'était fixée. On va laisser tout le monde retourner au travail. Un grand merci à tous les deux. Merci Marie et merci Marc que d'avoir été avec nous pour cet épisode. Merci à toutes et tous d'avoir été aussi derrière vos écrans. On était pas mal, on était plus de 70 là aujourd'hui. Donc merci à toutes et à tous. Et puis voilà, n'hésitez pas. Nous, le 15 avril, on propose un workshop avec Marc pour se former sur les questions du personal branding. Marie, je crois que tu accompagnes également aussi de ton côté des personnes. Donc si vous voulez nous contacter à l'issue de cet épisode, n'hésitez pas. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. C'était super d'être avec vous tous et j'espère qu'on vous a apporté des billes. Merci Jordan d'avoir organisé ça. Avec plaisir. Et ravi de t'avoir rencontré Marc aussi, par cette occasion. Merci Marie. Bon allez, on se dit au revoir sur ces mots. Journée. Ouais. Bonne journée à toutes et à tous. Merci Jordan. Au revoir Marie. Merci, au revoir. Jordan. Au revoir tout le monde.